Bonjour à tous, bon dimanche Deweneti, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La crise économique née de la pandémie de Covid-19 n'a pas empêché les Sénégalais de fêter la Tabaski. Il y a cependant une énorme crainte de voir les contaminations exploser avec les déplacements massifs de personnes qui sont allées passer l'Aïd al-Adha en famille un peu partout dans le pays. Bonjour Moubarak Lo. Bonjour Boubacar. Avez-vous les mêmes craintes de multiplication des cas de coronavirus après la Tabaski? Bon, on va voir ce qui va advenir. Il est clair que c'est une maladie contagieuse, mais vous avez des cas symptomatiques et des cas asymptomatiques. Les cas asymptomatiques font la majorité, d'après en tout cas les analyses qui ont été menées. Et il semblerait que les cas asymptomatiques transmettent moins la maladie. Et donc, n'oubliez pas aussi que depuis le début du mois de juillet, nous sommes en déconfinement total, donc il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de limitation. Et même pendant la période de confinement partiel, les gens continuent à se fréquenter. Et donc, c'est plutôt les déplacements entre villes qui étaient restreints. Et donc, aujourd'hui, rien ne permet de dire qu'on va assister, disons, à une explosion de cas après la Tabaski. Maintenant, il peut y avoir une légère progression, mais si vous regardez l'évolution de la maladie, jusqu'à présent, on n'a pas atteint, disons, les évolutions exponentielles qu'on nous prédisait dans certains modèles. Et donc, je préfère avoir le sentiment optimiste de penser que ça va, disons, être la même évolution qu'avant la fête, avec peut-être une petite inflexion vers le haut. Mais justement, en tant que spécialiste des statistiques, les méthodologies utilisées par le Sénégal pour évaluer l'épidémie, est-ce que ce sont des méthodologies efficaces, pour ne pas dire exactes, ou qui permettent d'avoir un chiffre normal de l'étendue de la maladie dans le pays? Bon, il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas l'information exacte. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on peut appeler une incertitude sur le nombre de cas réels dans la société. Bon, maintenant, il y a des chiffres officiels qui sont donnés tous les jours, qui sont basés sur des tests qui sont menés, notamment sur des cas qui sont déclarés et sur leur contact. Mais il est clair que si on avait fait des tests sur des personnes qui n'étaient même pas soupçonnées d'avoir la maladie, peut-être qu'on aurait d'autres chiffres. Mais le plus important, c'est la capacité du pays à pouvoir prendre en charge rapidement les cas. En tout cas, dans le cadre de la stratégie qui est choisie, c'est un choix qui a été fait, parce que d'autres pays ont choisi de tester massivement des dizaines de milliers de personnes. Le Sénégal a choisi de ne tester que les cas avérés et leurs contacts. Et je ne pense pas que le pays va changer cette méthode. Maintenant, l'important, c'est de prendre en charge très rapidement tous les cas déclarés et de tester, en revanche, massivement autour de ce cas. Est-ce que c'est scientifiquement acceptable de procéder ainsi? Oui, je pense que c'est scientifiquement acceptable si on teste les asymptomatiques. Parce que les asymptomatiques, même si la probabilité n'était que de 10% pour transmettre la maladie, c'est 10% de trop. Parce que le 10%, si vous le multipliez, qui transmet à un autre, finalement, ça peut générer beaucoup de cas. Et donc, peut-être que si j'avais un conseil à donner, c'est de retourner à l'ancienne méthode qui consistait à tester systématiquement tous les contacts, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques, sachant qu'il y a même des méthodes expérimentées au niveau international où, par exemple au Rwanda, quand ils font des tests, ils testent massivement, mais sur un seul échantillon. C'est-à-dire qu'ils regroupent tous les échantillons et si l'échantillon sort négatif, ils ne testent pas individuellement. Mais il suffit que l'échantillon sorte positif pour qu'on teste tout le monde. Donc il y a d'autres méthodologies qu'il faudrait peut-être explorer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas déconfiner totalement et réduire les tests parce que là, vous marchez, disons, sur du feu. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut advenir demain. En même temps, on constate que
la maladie ne fatigue pas, disons, le Sénégal, bien que le nombre de décès soit supérieur à ce qu'on constate dans d'autres pays. Ça, c'est peut-être une interrogation aussi qu'il faudrait avoir. Et, plus de 200 au Sénégal. Oui, parce qu'on ne s'attendait pas à autant de décès, parce que des pays comme la Côte d'Ivoire ont peut-être un peu plus de cas que le Sénégal, mais avec moins de décès. Un pays comme le Rwanda n'a que 5 décès, même la Guinée. Même si dans certains pays, les statistiques sur les décès peuvent être, disons, plus ou moins bien faites, parce que tout dépend de la méthodologie, parce qu'il y a beaucoup de gens atteints du Covid qui décèdent hors des hôpitaux. Mais dans l'ensemble, en tout cas d'après les statistiques officielles publiées au niveau de l'OMS, il est important pour le Sénégal de faire des efforts. Autant sur la guérison, je pense qu'il y a beaucoup de résultats qui ont été atteints, mais sur les décès, l'heure est venue de s'interroger sur comment améliorer en tout cas le taux de létalité. Est-ce que les gens viennent tard à l'hôpital? Qu'est-ce qui est la cause? Mais en tant que citoyen, en tout cas, je m'interroge sur le nombre élevé de décès. Et vous avez soulevé une petite incohérence, déconfiner et réduire le nombre de tests. Totalement et réduire le nombre de tests. Donc il faut retourner, disons, il faut même augmenter sensiblement le nombre de tests, quitte à faire des économies avec les méthodes dont je parlais tout à l'heure, donc tester et regrouper en groupe, disons, les échantillons, et pour pouvoir ne faire ensuite le test individuel que sur les... Parce que vous pouvez faire ce que j'appelle tester, c'est faire les prélèvements. C'est-à-dire vous pouvez prélever 100 personnes, peut-être vous les regroupez par bloc de 20, mais vous ne faites l'analyse que sur 5 en fait, parce que vous les regroupez par 20. Et si vous avez parmi les 5, un qui sort positif, ça veut dire que vous devez tester maintenant les 20 qui sont dans cet échantillon. Le Sénégal peut apprendre de ces expériences, mais il faut augmenter les tests. Moi, je milite pour qu'on aille jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 tests par jour. 5 000 en tout cas prélèvements. Maintenant, les tests, parce qu'on confond test et prélèvement, donc qu'on fasse 5 000 prélèvements et ensuite... on échantillonne. Qu'on échantillonne et qu'on regarde ensuite maintenant comment procéder pour réduire les analyses en laboratoire, pour réduire le coût notamment. Il faut aussi travailler pour réduire le coût dans les laboratoires pour avoir, disons, les benchmarks internationaux. Parce qu'on avait même parlé à un moment de tests rapides qui coûtaient, je pense, 1 euro ou 10 euros. Donc tout ça, c'est des idées qu'il faudrait remettre sur la table. C'est ça qui permettrait au Sénégal de pouvoir continuer sa politique de déconfinement, qui est la bonne politique, parce qu'on ne peut pas, pour une maladie qui est là, qu'on ne sait pas quand ça va finir, fermer les économies et laisser les gens chez eux. Donc il faut que les gens aillent travailler, qu'on teste plus, qu'on multiplie les gestes barrières, mais surtout qu'on travaille la prise en charge rapide dans les premières heures. Dès qu'on soupçonne la maladie, qu'on puisse prendre en charge la personne, parce que c'est ça qui permettrait aussi de réduire les taux de décès. Parce que souvent, si les gens arrivent au dernier moment, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour les docteurs de prendre en charge convenablement les malades. Vous parlez de l'économie, justement, dans cette gestion de la crise sanitaire du coronavirus par l'État sénégalais. La conclusion, pour expliquer et justifier le déconfinement, c'est que la pression économique l'a emporté sur l'exigence, les rigueurs sanitaires qui devaient permettre d'endiguer la propagation de la maladie. Oui, vous savez, c'est un dilemme, parce que vous avez le choix entre confiner les gens chez eux, et même on a vu que même dans les pays qui ont confiné, les malades continuent à se déclarer, parce que vous avez la transmission à domicile. Parce que même ceux qui ont confiné, ils donnent parfois des autorisations spéciales pour aller travailler. Et donc aujourd'hui, le confinement total n'est peut-être pas la bonne solution pour aucun pays du monde. Il vaut mieux déconfiner, mais travailler les gestes barrières. C'est peut-être ça le bon équilibre. Donc déconfiner, mais veiller au port systématique des masques. Là, je voudrais insister et faire encore une fois un appel aux Sénégalais, parce que moi je viens de Louga, mais j'ai vu peu de personnes mettre le masque. C'est vrai qu'on n'a plus de cas dans la ville de Louga en tout cas. Dans le département, on vient d'avoir un cas communautaire.
Mais je dois dire qu'il faut que les gens continuent à porter les masques. Ensuite, continuer, maintenir la distance, éviter les rassemblements, etc. Il faut que le discours soit offensif. La mobilisation communautaire aussi, on en parle, mais je ne la sens pas vraiment sur le terrain. Donc là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que moi, je suis un analyste. Donc ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Au-delà des discours, ce qui m'intéresse, c'est sur le terrain, le comportement des populations. Mais aujourd'hui, je ne vois pas vraiment les populations mobilisées pour faire face à la maladie. Oui. Moubarak Lo, vous êtes le directeur général du BPE, le Bureau de prospective économique qui est logé au secrétariat général du gouvernement. Qu'est-ce que c'est le Bureau de prospective économique? Bon, comme son nom l'indique, notre rôle, c'est de faire de la prospective. C'est-à-dire que nous devons réfléchir sur les futurs possibles. Sachant que vous avez au sein du gouvernement une direction générale de la planification et des politiques économiques, dont le rôle c'est de faire les plans. Et c'est des plans, disons, volontaristes, avec des objectifs très précis. Disons que nous sommes complémentaires. Nous faisons un travail beaucoup plus en amont, disons, d'exploration. Nous venons d'ailleurs de rendre un rapport où on a pensé l'économie post-Covid, on a regardé des scénarios et on a pu dessiner 3 scénarios ou scénarios qui pourraient donc se prévaloir après Covid, en tout cas après le déconfinement, parce que la Covid continue. Un scénario qui permettrait au Sénégal de retrouver très rapidement le chemin de l'émergence, parce que n'oubliez pas qu'avant Covid... Ça, c'est le plan de relance économique, pas forcément. Non, je parle de scénario. Maintenant, la condition de mise en œuvre des scénarios, c'est effectivement le déroulement... On reviendra sur ce plan. Je voulais juste vous dérouler les 3 scénarios envisageables. Oui. Le Sénégal peut sortir de cette période, parce que c'est une année très difficile. L'année 2020, c'est l'année la plus difficile depuis la crise 2008, et même plus difficile encore, parce que l'Afrique n'avait pas connu un taux de croissance aussi négatif. Cette année, on parle de moins 3,4%. Même pour le Sénégal, on va s'approcher de 0%. D'après le gouvernement, on devrait avoir 1,1%, alors qu'on espérait un peu plus de 6%. Donc c'est pour vous dire que ce sera une année difficile, mais il est possible de rebondir. Et donc dès l'année prochaine, de pouvoir reprendre et se remettre sur les rails de l'émergence. Donc ça, c'est le scénario le plus fort. Mais là, actuellement, même les plus grands en souffrent. Ces lendemains économiques assombris par la crise du coronavirus, même pour les plus forts. Les États-Unis viennent, par exemple, de connaître une récession avec un PIB qui a chuté jusqu'à près de moins de 10%. Comment un pays comme le Sénégal, justement, pourrait-il envisager de s'en sortir, un pays qui tend vers l'émergence? Bon, disons que nous sommes moins connectés au niveau international. Disons que plus le pays est connecté sur les réseaux internationaux, dépend beaucoup des exportations, des échanges mondiaux, des investissements étrangers, et plus ce pays-là va souffrir, disons, de la Covid. Nous avons la chance d'avoir une agriculture qui même si son poids n'est pas très élevé dans disons, le PIB. L'agriculture ne fait que 7%. Le secteur primaire, dans son ensemble, fait 15% en moyenne. Et donc, cette agriculture-là, cette année, on annonce une bonne pluviométrie avec la mise en place de programmes. On peut espérer, surtout que l'année dernière n'a pas été une bonne année, une très forte relance. Et pourtant, on a semblé définir les contours de ce plan de relance de l'économie sénégalaise autour de l'agriculture. Oui, justement, parce que l'agriculture, non seulement, c'est ce que je vous disais, quand vous relancez, vous devez vous appuyer le plus possible sur des secteurs orientés vers le marché intérieur. Parce que les marchés internationaux sont aujourd'hui, disons, devenus difficiles, parce qu'il y a des difficultés de mouvement. Il y a également ces marchés intérieurs de ces pays-là qui sont même difficiles, parce que quand vous avez disons, une situation difficile en Europe, aux États-Unis ou en Chine, ça veut dire que la demande adressée aux pays émergents ou en développement va également baisser. Donc il faut compter sur le marché régional en Afrique, mais surtout sur le marché intérieur. Et c'est ça l'intérêt de l'agriculture, parce que si vous produisez du niébé, de l'arachide, c'est vrai que l'arachide, on fait de l'huilerie, on fait également de l'arachide exporté tel quel vers l'étranger, mais si le Sénégal pourrait profiter de la Covid pour faire davantage, pour transformer,
presque intégralement son arachide en huile d'arachide, et donc pouvoir s'autosuffire progressivement en huile alimentaire. Et donc, sur quel délai? C'est une question de volonté, disons. Je pense qu'en 3 ans, parce que là, on peut y aller beaucoup plus vite que sur le riz, parce qu'on consomme beaucoup moins d'huile. 1 litre d'huile peut nourrir plusieurs personnes qu'on ne consomme du riz. Et donc, deuxièmement, donc je disais que l'intérêt de relancer l'agriculture aussi, ça emploie beaucoup de pauvres. Donc, si vous relancez l'agriculture, vous permettez aux personnes rurales, aux personnes qui ont peu de revenus, de pouvoir avoir des revenus et donc de ne pas sombrer dans la pauvreté. C'est ça l'intérêt de la relance de l'agriculture. C'est la même chose pour l'élevage, c'est la même chose pour l'artisanat. Donc, quand vous voulez relancer, mais en même temps réduire la pauvreté, vous devez cibler des secteurs qui sont dans la sphère des pauvres. Donc, c'est les secteurs que je viens de vous citer, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat. Et donc, si le Sénégal réussit la mise en œuvre de ce plan de relance, parce que ça, ce n'est qu'une étape. Après, il faudra définir sans doute des ambitions beaucoup plus fortes. Parce que la relance, comme son nom l'indique, c'est pour le court terme. C'est juste pour ne pas sortir, disons, de la crise. Vous êtes dans le creux, vous devez sortir. Mais ensuite, maintenant, il faut des mouvements auto-entretenus sur la durée. Ça, c'est d'autres réformes. C'est parce qu'il faudra faire sans doute un vrai ajournement pour redéfinir même le modèle économique du pays. Parce que si la crise Covid doit évoluer négativement sur une longue durée au niveau mondial, ça voudra dire que les tendances que vous voyez cette année vont se poursuivre. Et donc, il faudra trouver d'autres ressorts pour la croissance, notamment la demande interne, mais également la demande régionale, les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO et même de l'Afrique, en espérant que la zone de libre-échange continentale va prendre son élan. Et donc, je parlais tout à l'heure des 3 scénarios. Le premier scénario, c'est ce scénario favorable où la relance est réussie, mais le pays aussi arrive à maîtriser la maladie, parce que je ne dis pas une maîtrise totale, parce que la Covid s'est installée, bon, il faudra sans doute attendre... Il faut largement atténuer. Bon, en tout cas, il faudra réduire les nouveaux cas. On n'aura jamais 0 cas jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin dans les conditions de déconfinement qu'on a. On n'aura jamais 0 cas. Ça, je vous donne l'annonce tout de suite de manière officielle. Le Sénégal aura tous les jours des cas jusqu'à ce qu'on découvre un vaccin. Parce que la maladie ne va pas disparaître comme ça, comme par hasard, uniquement au Sénégal déconfiné. Donc il faudra maintenant travailler à limiter les cas de transmission communautaire et donc maintenir la pression sur les communautés pour le respect des gestes barrières. C'est ça qui permet que l'économie puisse jouer son rôle. Parce que si vous devez évoluer vers des scénarios sanitaires rouges, ce que nous-mêmes on avait fait avant des travaux exploratoires sur les scénarios sanitaires, on avait trouvé un scénario vert qui permettrait, en tout cas quand on était dans la période de confinement, de pouvoir en 2 mois, cette fois-ci en revanche, avoir 0 cas communautaire. Parce que quand vous confinez, que les gens restent chez eux, là c'est possible de maîtriser. Mais si vous ouvrez, vous ne pouvez plus maîtriser. Et maintenant le 3e scénario défini par vos services. Bon, le 2e scénario jaune, avant même l'économie sur le sanitaire, c'était le maintien. C'est un peu la situation qu'on vit aujourd'hui au niveau des contaminations. Mais en revanche, au niveau des décès, nous sommes dans le scénario rouge. Je vous donne l'information. Le scénario décès qu'on a aujourd'hui dépasse même nos calculs pour fin juillet. Parce qu'on avait fait un scénario rouge pour fin juillet, on était à 170 morts. Aujourd'hui, on est à 200. Plus de 200. Plus de 200, donc c'est extrêmement grave. C'est pourquoi j'insiste. Je voudrais vraiment lancer un appel pour que les responsables sanitaires, le ministère de la Santé, qui réfléchissent ensemble pour voir qu'est-ce qui cause ces décès qui sont au-delà des normes. Parce que ce travail que vous faites, travail que vous faites en tant que bureau de prospective économique du secrétariat général du gouvernement, vous l'avez déjà remis à qui de droit? L'information est à la disposition. C'est diffusé à tout le gouvernement, en tout cas tous ceux qui souhaitent l'avoir, parce que nous sommes un bureau d'études, nous sommes en quelque sorte un think tank public, logé au sein de l'État, mais qui réfléchit sur les problèmes de la société. Donc ce qu'on fait, on pense avec les acteurs sociaux, on diffuse aussi au niveau de toute la société. C'est pourquoi vous voyez souvent des communiqués qu'on met dans la presse pour pouvoir, disons, en tout cas, informer la population sur les bons gestes à prendre, les bonnes démarches à faire, etc. C'est pourquoi je parlais de ce travail exploratoire différent d'un service qui est chargé de faire la planification au jour le jour, qui est beaucoup plus, disons,
en tout cas sous ordre, si je peux dire, pour pouvoir tracer des voies, disons, validées au niveau de l'autorité. Nous sommes, disons, au niveau de l'exploration. Le meilleur modèle dans la gestion de la crise sanitaire du coronavirus au plan mondial va sans doute être la Chine. D'où est parti la Chine, parce que du point de vue économique, comment comprendre que la Chine, avec le nombre de morts qu'elle a enregistré, c'est là-bas que le coronavirus est parti pour se propager sur toute la planète. Là, ils ont un PIB de plus 11%. Comment ils ont fait il faut travailler sur la durée. Disons que sur l'année 2020, la Chine devrait faire un taux de croissance de 2%. Parce qu'il faut distinguer le PIB trimestriel et le PIB annuel. Disons que la Chine a connu une décroissance dans le premier trimestre, mais au deuxième trimestre, effectivement, il y a eu un fort rebond. C'est les 11% dont vous parlez sans doute. Mais sur la fin de l'année, les estimations anticipent, disons, une croissance de 2% pour la Chine, mais qui sera positive, contrairement aux autres pays. La chance de la Chine, c'est que la maladie s'est déclarée dans une province, parce que la Chine est un continent. Je veux dire, entre l'Est et l'Ouest de Chine, moi-même j'ai visité les deux parties de la Chine, il n'y a rien à voir, c'est tout un continent. Donc ils ont confiné. Ensuite, vous savez, le secret du succès aussi de la maîtrise de Covid, c'est, disons, la capacité de l'État à se faire entendre. Parce que la Chine, disons, a un État qui a la capacité de dire « faites ceci » et les gens font cela. Bon, donc, disons qu'il y a un peu de corrélation entre l'autoritarisme, en tout cas dans la gestion de Covid, le respect des gestes, la discipline des populations. Et parce que s'il y a un relâchement ou que le gouvernement ne peut pas faire respecter par les populations la discipline, vous ne pourrez jamais avoir cette maîtrise. Donc tous les pays que vous avez vus avoir des réussites, c'est très souvent parce que soit ils ont eu de la discipline, ou bien ils ont appliqué des méthodes extrêmement modernes, comme le trachage des cas, comme la Corée, comme le port des masques systématiques. Mais vous ne pouvez pas ne pas avoir la discipline et ne pas avoir ces méthodes efficaces. Bon, le Rwanda a la chance d'appliquer ces deux, à la fois une rigueur dans la gestion des cas, mais en même temps, disons, ces méthodes très modernes sur le trachage. Donc, le Sénégal devrait sans doute s'inspirer de ça. Pour une fois, alors, la dictature est bonne à quelque chose. En tout cas, pour Covid, la discipline, je préfère utiliser le mot de discipline parce que c'est un mot d'ailleurs que j'ai plébiscité dans mes ouvrages. Il y a 20 ans presque, vous ne pouvez pas avoir d'émergence dans un environnement de relâchement. Les gens font ce qu'ils veulent parce que vous savez, quand vous gérez une crise de type Covid, c'est sur la durée, sur une durée très courte que vous devez avoir des résultats. Donc ça ne peut pas se faire dans un cadre d'indiscipline, si je peux dire entre guillemets, parce que vous devez avoir des règles acceptées par tous, mais appliquées par tous. Mais si chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, vous ne pourrez jamais avoir de résultats. C'est la même chose pour l'émergence. Si vous voulez émerger en 10 ans, il y a un minimum de discipline en termes de respect des règles acceptées ensemble. Bon, en général, il faut un pacte social de croissance, d'émergence, de distribution des fruits, mais une fois que ce pacte est défini, que des bonnes valeurs sont définies, que des règles comportementales sont définies, il faut que l'ensemble de la société suive ces règles-là, mais si chacun se comporte comme il veut en termes d'épargne, par rapport au travail, par rapport aux grèves, vous n'aurez jamais de résultats. Je vous donne un exemple. Parce que la discipline, ce n'est pas simplement l'ordre, en quelque sorte, ou la prison. Pour les cas qu'on a cités, Chine, Rwanda, on va dire discipline forcée quand même. Oui, vous savez, vous savez, sur la Covid, vous n'avez pas le choix. Sur la Covid, disons que les populations elles-mêmes sont tolérantes. Elles acceptent que sur 2-3 mois, de laisser l'État vraiment gérer de manière ferme la santé. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que sur la gestion du développement, la discipline, c'est aussi la rapidité d'exécution, c'est la rigueur. Je vous donne un exemple. Moi-même, je suis allé hier à Louga, on m'a annoncé un forage qui était en panne. Les populations donc sont restées plusieurs jours sans avoir de l'eau. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez un puits? Ils m'ont dit, j'ai un puits. J'ai acheté une pompe.
Avant le soir, la pompe fonctionnait et l'eau sortait et permettait aux villageois d'avoir de l'eau. C'est comme ça qu'il faut gérer le développement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment une mobilisation dans la discipline, dans la rigueur. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire ce que vous voulez dans ce pays, mais vous n'allez jamais émerger. Je vous donne l'information. La part de responsabilité de l'État, ce que vous venez de dire que vous avez fait dans ce village-là, c'est courant. La diaspora sénégalaise est souvent citée en exemple pour ce genre de geste, mais les manquements qui relèvent de la responsabilité de l'État sont énormes. Il faut que ce soit à tous les niveaux. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez émerger, vous devez sentir une mobilisation terrible dans le pays. Vous ne pourrez pas avoir un pays où tout le monde se relâche. Je vous donne un autre exemple. Dans beaucoup de villes aujourd'hui, la nuit, vous avez des pluies. Moi, ça m'est arrivé à Louga. Le lendemain, l'eau est là. Et vous allez rester 3 jours à attendre que l'eau parte. Dans les pays organisés, s'il pleut dans la nuit, à 7 heures du matin, vous n'allez pas trouver de l'eau dans les rues. Parce que les services techniques, on va les réveiller, ils vont travailler de 5 heures, avant 8 heures, ils ont évacué toutes les eaux. C'est ce type de travaux-là qu'il faut faire. C'est-à-dire comment faire pour que tous ceux qui doivent faire le travail le fassent à leur niveau. Ensuite, comment mobiliser les populations. En tout cas, si le Sénégal veut devenir émergent, c'est ce type de comportement qu'on doit sentir dans la société. Aujourd'hui, je regrette de le dire, je ne sens pas que mon pays aussi mobilisé, en tout cas pour relever les défis du développement. Alors, bon, on fait beaucoup d'efforts, donc c'est pourquoi d'ailleurs on est toujours assez moyen, mais si on veut être aussi fort que des pays comme la Corée, comme la Malaisie, il nous faut, disons, beaucoup plus d'efforts. Des efforts au niveau du gouvernement, des efforts au niveau des collectivités territoriales, mais surtout au niveau des populations. Qu'on sente un engagement, une discipline, une détermination sans faille. Et ça, regrettement, je ne le vois pas aujourd'hui dans mon pays. On entend de voir donc les contours de ce plan de relance de l'économie après la crise du coronavirus et ses conséquences économiques. Le ministre de l'économie va communiquer là-dessus. Dès que il travaille sur le projet depuis plusieurs semaines et on attend qu'on nous dévoile les détails. Et comment mettre en œuvre en même temps le plan Sénégal émergent si cher à Macky Sall? La phase 2 a été juste entamée quand l'épidémie est apparue au Sénégal. Comment allier plan de relance économique et plan Sénégal émergent? Disons que le plan de relance doit s'engouffrer dans le plan Sénégal émergent repensé. Ce n'est pas 2 documents séparés. Vous savez, en matière de planification, c'est comme si vous conduisez un avion. En partant de votre disons, origine, vous avez une destination. Et donc vous définissez une trajectoire. Maintenant, la trajectoire, en partant, vous avez imaginé un parcours sans embûche. Il vous arrive de trouver des oiseaux, ou en tout cas un courant d'air. Et donc vous devez gérer les secousses. C'est la même chose pour les plans économiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ça ne veut pas dire qu'à la première secousse, vous devez abandonner votre plan. Vous devez maintenir le cap, maintenir la trajectoire. Donc le plan Sénégal émergent, il est bon, il faut le maintenir. Maintenant, il faut faire un plan de relance qui permette rapidement de sortir de la crise. C'est pourquoi il y a des efforts aujourd'hui qui sont effectués en ciblant les secteurs qui permettent au pays de sortir le plus rapidement possible. Parce que vous n'allez pas faire un plan de relance sur des actions qui auront des effets dans 5 ans. C'est pas ça le plan de relance. Le plan de relance, c'est de manière conjoncturelle. Donc c'est sur l'année, au grand maximum d'ici l'année prochaine. Il faut que ça produise des effets. Et donc vous devez cibler... Pourquoi on pose la question? Parce qu'on craint que des crédits et autres budgets déjà alloués à plusieurs projets ne soient justement réorientés, détournés vers ce plan de relance économique qui est un plan d'urgence, comme vous venez de le dire. Oui, vous savez, disons que dans le court terme, vous pouvez faire des réaménagements budgétaires. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revenir, disons, à vos choix initiaux
vous le faites, disons, dans un temps court pour pouvoir sortir de l'ornière. Mais à partir de l'année prochaine, rien ne vous empêche de rebudgétiser des budgets, disons, qui ont été ajournés. Parce que comme je vous dis, si vous devez faire, par exemple, une route vers le Mali, ou la relance du chemin de fer, c'est important. Mais disons, sur le court terme, sur les 3 mois qui viennent, peut-être que vous avez plus d'urgence que de faire une route dont les effets se feront sentir sur 3, 5, 10 ans. Et donc aujourd'hui, ce qui est ciblé, c'est vraiment des secteurs qui étaient à l'arrêt, qu'il faut refaire repartir. C'est ça l'esprit d'un plan de relance. Mais comme je disais, le plan de relance ne doit pas également faire des choix qui sont en encontre des grands choix stratégiques du PSE. Parce que c'est ça, disons, l'art de la gestion économique. Il ne faut pas, par exemple, pas renoncer à des projets de gros chantiers qui étaient déjà annoncés. On pourrait être amené à faire ça. Non, disons sur le court terme. Renoncer à des chantiers ou les mettre en veilleuse pour longtemps. On peut les mettre en veilleuse, mais je parle plutôt des réformes ou des grands choix. Parce que le Sénégal, par exemple, ses choix, c'est les secteurs sociaux, c'est les infrastructures. Il faut y ajouter maintenant l'appui au secteur productif. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que si vous voulez une activité économique intense, il faut faire de l'appui, disons, volontariste. Ce n'est pas simplement des réformes qui permettront au secteur agricole, au secteur industriel, d'accélérer leur développement. Parce que si vous voulez, disons, avoir la révolution agricole, la révolution verte au Sénégal, ce n'est pas simplement, disons, en faisant des réformes. Parce que les populations rurales ont besoin de bonnes semences. Elles ont besoin de matériel agricole. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les champs, vous avez honte. Moi, je trouve tous les paysans que je vois, la quasi-totalité, c'est des outils qui datent de Mathusalem, comme on dit. Donc, on peut avoir un programme de modernisation intense du matériel agricole. Et là, ça demande des financements que l'État pourrait mettre sur la table, avec des crédits, disons, sur 5 ans, donc avec des taux proches de zéro, qui permettent aux paysans de renouveler le matériel agricole. C'est ce qui nous amène à parler de l'affaire des terres de Ndengler et Djilar. Ceux qui soutiennent le groupe Sedima estiment qu'il faut justement encourager ce genre d'investissement. On rappelle, le groupe Sedima dispose là-bas d'un titre foncier de 225 hectares pour un projet agroalimentaire. L'économiste que vous êtes, il dit quoi? Moi, vous savez, j'ai visité plus de 70 pays dans le monde, sur tous les continents. Ce que je vois, quand vous voulez développer des zones rurales, effectivement, si vous laissez les terres aux paysans, il leur faut beaucoup de temps pour pouvoir les mettre en exploitation selon les normes de rentabilité. En revanche, vous donnez ces terres à des, disons, businessmen, ils peuvent les rentabiliser très vite. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il faut que les paysans continuent de posséder la terre. Donc il faut trouver des schémas où on crée des sociétés communes. Malheureusement, dans les pays en développement, souvent les gens ne savent pas partager. Il faut créer des sociétés communes. Les paysans viennent avec la terre comme participation. Les businessmen viennent avec les financements. Ouais, c'est le titre foncier qui pose problème. Moi, je ne suis même pas pour les bails. Je suis pour qu'on ait des joint ventures. Parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi, même dans les années 90. J'ai eu à les réfléchir sur des partenariats avec l'étranger, notamment pour pouvoir introduire la culture, disons, intense d'huile de palme au Sénégal. Voilà. Donc on avait imaginé ce type de schéma. Je pense que c'est le bon schéma. Aujourd'hui, on devrait encourager des sociétés communes. Les villageois amènent la terre. C'est-à-dire qu'il faut que l'État permette aux villageois de s'approprier la terre et que ce soit leur participation, bien que c'est le domaine national. Et les sociétés maintenant qui veulent exploiter viennent avec les financements. Ensuite, on crée une société commune. Et donc, on va comptabiliser la participation de chaque partie. Et donc, ce sera ça la société. Et justement, maintenant, on peut donner un titre foncier à cette société-là. Mais vous ne pouvez pas déposséder des paysans, disons, de terre et les transformer en paysans. Ça, je suis foncièrement contre, en tant que citoyen.
Moubarak Lo, vous êtes également le président du MOUSSEM, le Mouvement pour un Sénégal émergent. C'est un peu votre côté politique puisque vous soutenez le président Macky Sall. Le prochain remaniement ministériel, probable ou improbable, on parle d'une ouverture à l'opposition et à la société civile. Quelle est la position de votre mouvement? Moi, je ne pense pas que ce soit un enjeu. Aujourd'hui, on n'est pas dans une crise, comme au Mali ou dans d'autres pays. Le Sénégal, à mon avis, doit pouvoir continuer parce que normalement l'élection présidentielle, c'est en 2022, on n'est pas dans une 2024. Crise. 2024, mais on a les législatives. Ouais. Les locales aussi qui arrivent. Oui, voilà, les législatives. Pour vous, il n'y a pas de nécessité à faire un gouvernement d'union nationale? Je ne vois pas l'intérêt. Je veux dire, l'opposition n'a qu'à s'opposer, se préparer pour 2022, pour éventuellement occuper disons, on n'a plus de Premier ministre, donc c'est compliqué, effectivement, parce qu'avant, on pouvait espérer que l'opposition puisse gagner, prendre le gouvernement. Mais aujourd'hui, on a un régime présidentiel. Mais moi, je pense qu'on n'est pas dans une crise. Je ne vois pas l'intérêt de chercher coûte que coûte à faire un gouvernement d'union nationale. Il faut plutôt faire un gouvernement efficace. C'est ça que les Sénégalais veulent. Et donc, le président de la République, maintenant, peut être libre de choisir des gens de la société civile ou des gens de l'opposition qui accepteraient d'entrer dans ce gouvernement. Mais je ne crois pas à des arrangements politiques. Ce n'est pas ce que le Sénégal veut aujourd'hui. Ce que les Sénégalais veulent, c'est un gouvernement efficace, qui prenne en charge rapidement les problèmes des citoyens et qui les résolve. Mais pas des arrangements politiques. Ça n'intéresse pas les populations que je connais. Mais je suis pour le maintien des calendriers électoraux, en revanche. Donc les locales, il faut les tenir avant le mois de mars. Les législatives, il faut les tenir en 2022. La présidentielle en 2024. Parce que c'est une question de principe. Moi, j'ai toujours défendu des principes dans ma vie. Je suis pour le respect du calendrier républicain. Ça, c'est mon point de vue. Avant la suppression de la primature, vous étiez l'économiste en chef du Premier ministre, le dernier qu'on a connu, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Cette suppression du poste de chef du gouvernement, de Premier ministre, à l'évaluation aujourd'hui, vous dites quoi? Bonne ou mauvaise idée? Bon, je suis mal placé pour juger parce que moi je suis encore dans l'État. Je ne suis pas dans le gouvernement, mais je suis dans l'État. Je suis soumis au devoir de réserve. En tant que citoyen, je peux avoir mon point de vue, mais ma fonction ne me permet pas de dire ce que je pense. Le plus important, en tout cas, quand vous faites une réforme, disons, c'est de faire au moins aussi bien que ce qu'il y avait avant la réforme. Donc, dans le cadre des principes, ce qui est important, c'est d'assurer un bon fonctionnement de la coordination interministérielle, la mise à pression, sous pression des ministères, de veiller à ce qu'ils prennent les problèmes des citoyens le plus rapidement possible, parce que si ces deux conditions sont réglées, ensuite, maintenant, on peut avoir différents types d'organisations. J'ai moi-même mon point de vue que j'ai exposé dans un article que j'ai publié il y a fort longtemps, que j'ai appelé « Réinventer notre République ». C'est toujours mon point de vue. Moi, dans ce papier, j'ai exposé un système où vous avez un président de la République qui est élu pour un mandat unique, 6 ans, et qui n'est même pas partisan parce qu'il démissionne de son parti avant de venir. Ensuite, il est choisi vraiment par les citoyens parce qu'il est parrainé avant d'être président, comme c'est le cas d'ailleurs maintenant. Mais ensuite, il se met vraiment au-dessus de la mêlée, comme on dit. C'est le Premier ministre qui serait vraiment le chef de l'exécutif. Ça, c'est le modèle, disons, que j'ai exposé dans un ouvrage en 2003. Et c'est ce que je défends toujours en tant que, en tout cas, analyste. La théorie du mandat unique. Un mandat unique, mais avec un Premier ministre qui exerce, disons, le pouvoir de gestion économique et sociale. Le président de la République, son rôle, c'est d'être le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est un peu le modèle allemand, sauf qu'ici, le président de la République serait élu, mais c'est un peu le modèle allemand. Mais le Premier ministre, c'est vraiment le chef de l'exécutif. Ça me paraît être un bon modèle parce qu'aujourd'hui, le Sénégal peut avoir besoin, disons, d'un sage à la tête de l'État. Disons, tel que je connais la société sénégalaise, c'est une société qui aime les consensus. Ça, c'est un peu le rôle du président de la République, d'être ce garant de la stabilité, mais en même temps, il nous faut des réformes.
Et il nous faut de l'engagement. Ça, c'est un peu le rôle du Premier ministre dans le modèle que j'ai exposé dans cet ouvrage en 2003 et qui demeure encore mon point de vue. Les mandats des présidents d'Afrique, ça agite le continent. La situation au Mali d'abord, avec le M5, le mouvement du 5 juin, et le RFP, Rassemblement des forces patriotiques, qui s'opposent à la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le M5 et le RFP rejettent toutes les propositions de sortie de crise de la CEDEAO. Le Mali et le président Ibeka pourront-ils vite trouver une solution à cette impasse? Oui, je pense qu'on ne peut pas faire démissionner un président qui est là. Démocratiquement élu. Hein. Oui, on ne peut pas. Il faut qu'il termine son mandat. Maintenant, pour avoir la stabilité, parce que tout le monde gagne à la stabilité au Mali. Nous sommes des frères. Et le Mali lui-même, s'il n'y a pas la stabilité, les populations ne pourront pas travailler. Donc la meilleure solution aujourd'hui, c'est un gouvernement d'union nationale aussi large. En revanche, là-bas, il faut un gouvernement d'union nationale. Je pense que le poste de Premier ministre ne doit pas aussi une fixation. Si ça permet de sortir de la crise, le président Ibeka doit pouvoir accepter de choisir un Premier ministre neutre et de pouvoir passer cette période et maintenant qu'on aille vers les prochaines élections présidentielles. Si la population souhaite un changement de président de la République, la population va choisir le président qu'elle souhaite. Mais on ne peut pas imposer à un président qui est dans son palais de sortir. Ça, c'est inacceptable. C'est antidémocratique. La Côte d'Ivoire, maintenant, le pays est à l'écoute d'Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État, à qui son parti demande de se présenter pour un troisième mandat présidentiel. Après le décès brutal d'Amadou Gon Coulibaly, le défunt Premier ministre était déjà désigné candidat du camp présidentiel. On est à 3 mois du scrutin. Alassane Ouattara réserve encore sa réponse. Va-t-il le faire? Doit-il se présenter? C'est à lui de prendre ses responsabilités. Maintenant, il y a 2 éléments. D'abord, la Cour constitutionnelle, ou le Conseil constitutionnel, parce que je pense qu'ils ont un Conseil constitutionnel, ils n'ont pas de Cour constitutionnelle, et va se prononcer sur la possibilité pour le président Ouattara de se représenter, sachant qu'il a déjà fait 2 mandats. Et donc, ça, c'est l'aspect juridique, ou juridictionnel. Maintenant, il y a l'aspect politique, parce qu'il s'est présenté devant les populations, devant les députés, il leur a dit que je ne vais plus me représenter. Donc il y a la parole donnée. Maintenant, c'est à lui d'assumer, disons, son choix. Et c'est ça, c'est un risque politique qu'il peut prendre s'il se présente demain. Et les populations vont juger. Mais je pense que s'il décidait de se présenter, on doit juste attendre la réponse du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel estime qu'il peut se présenter, il faut le laisser se présenter. C'est aux populations de trancher. Et si les populations lui font encore confiance, il faut le garder. Vous savez, la démocratie a ses règles. On ne peut pas juste imposer à un président qui est en place, disons, ses choix. Donc il faut respecter les règles constitutionnelles et donc laisser le Conseil constitutionnel se prononcer. Le président Ouattara est libre de poser sa candidature. Et si le Conseil dit oui, maintenant c'est aux populations, donc il faut que l'opposition s'adresse aux populations et dire qu'il n'a pas tenu parole, donc il ne faut pas le réélire. La présidence ivoirienne semble... C'était mon point de vue, entre parenthèses, oui. En 2012. Oui. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient qu'il fallait aller aux élections. J'étais très minoritaire, d'ailleurs, au sein de la société civile. On me taxait de tous les noms. J'ai toujours défendu qu'il fallait aller aux élections. C'est le conseil que je donnais, d'ailleurs, au président Macky Sall, qui était un allié. Je lui disais, tu vas aux élections, tu vas gagner. Et donc il faut y aller. Il est allé, il est gagné. Ceux qui sont restés à la place d'indépendance... C'est le contraire de la Côte d'Ivoire, parce qu'on parlait de la Côte d'Ivoire. La présidence ivoirienne semble être la chasse gardée de vieux politiciens. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié qui va se présenter dans 3 mois, Laurent Gbagbo de Bruxelles où il réside après sa libération par la CPI tire aussi les ficelles qu'il peut tirer. On barre la route à Guillaume Soro. C'est pas un petit peu de manche pour la Côte d'Ivoire, hein. Oui, disons que la Côte d'Ivoire peut-être mérite d'avoir une classe politique renouvelée. C'est valable pour tous les pays d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a un monde qui s'accélère. Donc il faut que les jeunes aillent dans la politique et qu'on leur confie les responsabilités de plus en plus. Mais bon, on peut espérer que c'est une transition, que la prochaine fois, on aura une nouvelle classe politique qui va émerger en Côte d'Ivoire. J'espère aussi partout ailleurs en Afrique, parce qu'aujourd'hui,
on a vraiment des sociétés qui évoluent très vite. Il faut de l'engagement, il faut de l'énergie. Les présidents ne doivent plus être, disons, des présidences pour des personnes qui sont là pour dire que ça leur appartient. La présidence appartient au peuple. Et donc, disons que le président de la République dans un pays, c'est le premier fonctionnaire qui doit rendre compte au peuple, parce que n'oublie pas que c'est le peuple qui est souverain. Ouais. On reste en Afrique de l'Ouest pour parler à nouveau économie dans cette émission. L'écho, la monnaie qui devait remplacer le CFA en ce milieu d'année 2020 n'est toujours pas arrivée. Sa marche a été ralentie par le coronavirus, forcément. Était-on déjà prêt pour l'accueillir? On n'était pas prêt. Vous savez, en tout cas, l'écho dans l'ensemble de la CEDEAO, je pense qu'il y a encore du temps pour pouvoir finaliser la transition vers l'éco. Maintenant, on peut avoir, disons, un processus de franc CFA rénové, parce qu'on avait déjà l'UEMOA avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Maintenant, il y a une refonte des relations avec la France. Je pense que dans cette phase, dans les prochains mois et années, on peut déjà introduire un certain nombre de réformes dans le cadre de cette zone, peut-être pour donner un peu plus de flexibilité au franc CFA, peut-être modifier l'ancrage. Le nom, je ne suis pas pour qu'on change le nom, parce que comme on doit tôt ou tard rejoindre les autres pays pour créer l'éco, ce n'est pas la peine de créer, disons, une nouvelle monnaie pour une période de 5 ans et ensuite de changer encore de nom. C'est pourquoi d'ailleurs certains ont voulu utiliser le mot éco, mais ce n'est pas possible. L'objectif, comme vous venez de le dire, l'objectif c'est de voir tous les pays de la CEDEAO adopter cette nouvelle monnaie, mais les réserves des anglophones et non moins géants de la sous-région comme Nigeria et le Ghana ne vont-elles pas plomber le projet? Je pense que si on essaie de faire une marche forcée, ça va être un échec. Il faut y aller calmement, mais sûrement, mais avec détermination. Je pense qu'on peut avoir dans un premier temps la zone CFA qui se réforme et qui se renforce. Parce que la zone CFA joue en quelque sorte un modèle qui permet même d'apprendre un peu et d'anticiper sur ce que pourrait être demain la future éco. Parce que si on reprend, disons, les pleins pouvoirs au sein de la zone CFA, donc avec cette possibilité de flexibilité dans l'évolution du taux de change, avec également une possibilité de modification de l'ancrage. Peut-être qu'on pourrait mettre du dollar, du yuan chinois, et voire même le naira. Moi, je verrais même qu'on mette le naira pour pouvoir stabiliser davantage le franc CFA par rapport à nos partenaires commerciaux. Pour moi, c'est le grand défi, en tout cas pour nous. C'est de réussir cette transition du franc CFA au CFA nouvelle formule, qui est notre monnaie. Le CFA, ce n'est pas une monnaie de la France, c'est notre monnaie à nous. Donc, deuxièmement, maintenant, c'est de préparer la fusion avec les autres. La fusion avec les autres, vous savez, en zone monétaire, il y a des règles. Vous ne pouvez pas fusionner si vous n'avez pas une même réaction par rapport au choc. Si vous avez aussi des taux d'inflation très éloignés, parce qu'il y a des différences en termes d'appétence pour l'inflation. Les pays de l'UEMOA n'aiment pas l'inflation. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des taux d'inflation très bas, alors que dans les pays, disons, comme le Nigeria, ils tolèrent un peu plus l'inflation. Donc, comment faire pour les rapprocher davantage? Comment réussir les convergences, disons, pour les équilibres macroéconomiques? Tout cela doit prendre du temps. Moi, je verrais plutôt une voie médiane, ce serait de créer une monnaie commune, pas une monnaie unique, qui serait un peu comme l'ancienne éco en Europe, qui circulerait entre les banques centrales et qui permettrait, disons, d'avoir ce qu'on appelle un serpent monétaire. Donc on aurait toutes les monnaies de la zone CEDEAO, on leur fixerait, disons, des marges par rapport à cette monnaie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut mettre le naira dans le franc CFA rénové. Et ça permettrait progressivement d'apprendre à se connaître sur les questions monétaires, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de coopération sur le plan monétaire. Donc ça peut prendre 5 ans, 10 ans, ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est qu'on arrive au but. Mais si on essaie d'accélérer, ça va être un échec et ça peut jouer sur les autres chantiers d'intégration. Parce que n'oubliez pas que nous avons un tarif extérieur commun, un marché unique normalement qui va se faire au niveau de la sous-région.
nous avons des politiques sectorielles, nous avons même des politiques au niveau de la défense et de la sécurité commune. Il ne faut pas perdre tous ces acquis de l'intégration régionale à cause d'un dossier monétaire. Merci Moubarak Lo d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le directeur général du bureau de prospective économique, le BPE. Merci à tous. Bonne fin de semaine. Et cette émission du grand jury de RFM, nous la dédions à deux figures de la presse sénégalaise qui nous ont quittés. Babacar Touré, dimanche dernier, Reine Marie Faye, avant-hier, vendredi. Reposez en paix. À dimanche prochain pour un nouveau numéro du grand jury d'RFM. Mi